la recette by Urban Inker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de la recette by Urban Inker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anton Cherenichenko, actuel COO de Globe Dreamers. Alors, Anton, toi, tu as vécu à Moscou et actuellement à Paris. Tu as réalisé plusieurs missions dans la zone européenne. Tu as un parcours assez atypique que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour à toi. Bonjour, au plaisir d'être ici avec toi. Super. Je vais te demander de te présenter en quelques lignes avant de parcourir, oui, c'est ça, un peu plus en détail ton expérience. À chaque fois quand j'essaie de décrire mon expérience, c'est toujours un petit défi parce que ma grande mission dans ma vie, c'était de m'intégrer dans le contexte actuel. Peu importe que c'était à l'ambassade ou que c'était dans la société française, j'avais dû toujours trouver une façon de me bien intégrer quand tout le monde m'a dit que non, ça ne va pas être possible. Donc c'est la bataille contre l'intégration. Le défi de toute une vie professionnelle. Alors je reviens juste sur les bases à ce niveau-là, au niveau de tes études. Donc toi tu es diplômé en 2010, tu as fait l'école des hautes études en sciences économiques, ouais. C'est ça. Je te laisse nous parler un petit peu de ces études, mais aussi de ce début d'expérience professionnelle. En fait, c'est une école plus ou moins homologue de ESSEC ou de HEC en France. Elle est très connue en Russie parce que c'est l'école d'où viennent beaucoup des étudiants qui sont maintenant en opposition par rapport au pouvoir russe. Mais c'est une école brillante et qui donne beaucoup d'expériences pratiques, d'expériences professionnelles. Donc, j'ai fait 5 ans là. C'était la dernière année quand on a eu le programme de 5 ans qui m'a permis d'obtenir le diplôme master, ce qui était génial, mais qui m'a aussi donné une perspective assez particulière dans la vie. Ah oui. J'ai vu que parfois, ce ne sont pas les efforts, mais c'est d'être aux bonnes places au bon moment, c'est de savoir reconnaître les opportunités et de jamais les rater. Et toi, donc, cette opportunité, tu l'as assez tôt, j'imagine? Oui. Chaque fois, en fait, pour moi, toute opportunité de ma vie, ça a commencé par un grand échec. Disons parce que presque chaque fois, mon profil ou mon projet a été refusé avant d'être accepté. D'accord. Même quand j'ai décidé que je vais rejoindre cette école, au début, j'ai opté pour le MGU. C'est la grande école de Moscou, de Lomonosov. C'est l'université le plus connue en Russie. Et en fait, j'ai complètement raté l'examen sur la littérature et la langue russe parce que j'ai écrit un essai sur l'automatisation de notre société et combien ça coûte et comment on va être robotisé. Et apparemment les profs n'étaient pas d'accord avec moi, donc on a dit ok, désolé, c'est 0, on peut pas vous accepter chez nous. Et heureusement que j'ai mis une copie de tous mes documents à l'Haute École des Sciences Économiques où j'ai été accepté. Donc je me suis dit ok, plan B, toujours une bonne idée, on va faire ça. Ce qui après était beaucoup mieux parce que c'était une école de meilleure qualité que MGU, que l'université de Moscou. D'accord. Et donc, suite à ce diplôme, tu travailles directement à la délégation économique de Russie en France? Oui, c'est une section économique d'ambassade de Russie qui s'occupe des échanges économiques franco-russes ou russo-français pour notre perspective. Mais en fait, même là, c'était toujours une aventure parce qu'avant, j'ai fait quelques petits contrats dans le monde de consulting. J'ai travaillé à Bearing Point, Russie. Et après, j'avais une soirée juste comme ça, j'étais dans un café, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire après? Et je me suis dit, ok, ça serait cool d'être peut-être quelqu'un, un fonctionnaire qui travaille dans l'administration de président de Russie.
comme ça, je peux avoir une voiture avec un gyrophare, ce qui est super pratique à Moscou pour éviter les embouteillages. Ouais. Et après, ça serait cool. J'étais quand même très, très patriote. Ouais. Et je me suis dit, OK, comment faire ça? Je vais aller sur kremlin.ru et je vais envoyer un mail au président Medvedev. Je vais lui proposer ma candidature pour travailler à l'administration de président. Et donc là, c'était le premier échec parce qu'on m'a dit, j'ai reçu une réponse quand même, mais on m'a dit que, désolé, votre candidature n'est pas retenue parce qu'on n'a pas de contrat d'échange avec votre université, avec votre école, donc on ne peut pas accepter les étudiants de votre école. Donc je me suis approché directement au directeur de mon école en disant que, mais est-ce que vous voyez ici une opportunité? Il a dit oui, carrément. Donc, on a proposé à l'administration d'établir ce contrat de change. Et là, c'était là quand j'ai été rappelé par quelqu'un de cette administration qui m'a invité pour un entretien. Il a dit que, regarde ça, c'est génial tout ça, mais tu ne vas pas y arriver. Parce que même si on signe ce contrat, ça ne va pas être pour cette année. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je me suis dit, OK, je suis les cours sur la section économie internationale, je fais des études en français, en anglais, et en plus, il m'a dit, voilà, arrête là, parce que je sais il faut que tu rejoignes l'ambassade en France, parce que là, on cherche toujours des bons profils. Donc voilà, tu peux faire un petit mail là-bas et on va t'inviter. C'est ce que j'ai fait en fait. Et c'était là quand j'étais accepté à la délégation économique de Russie. Donc j'ai fait un petit stage de 3 mois. On a vu que ça se passe très très bien. Et on m'a proposé l'emploiement, on m'a proposé un contrat presque immédiatement. J'ai dû revenir en Russie pour quelques temps pour régler toutes les formalités, mais après, je suis revenu en France en tant que diplomate. Et c'est une aventure donc, qui dure 7 ans, un peu plus de 7 ans. Quelles ont été tes missions? Qu'est-ce que tu as pu faire durant ces 7 ans? Beaucoup de choses, j'imagine. Oui, il y avait quelques pivotements dans mes fonctions à l'époque, parce que quand je suis arrivé, on était en train d'adhérer à l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation internationale. En gros, c'est le club d'économie développée, où la Russie n'était pas adhérente, mais on voulait adhérer parce que on a dit que la Russie mérite d'être parmi les économies développées. Et tout ça s'est passé assez bien jusqu'aux quelques moments quand on a vu que ça va être un peu compliqué parce que ça devient le sujet très très politique et moins économique. Et c'est là où j'ai demandé à mon chef de me transférer, de me proposer plutôt les responsabilités des échanges franco-russes directs. Parce que là, à l'époque, on a travaillé avec tous les pays. Ouais. C'était très intéressant, c'était très enrichissant, mais c'était moins centré sur le côté franco-russe. Même j'ai eu des problèmes avec mon français parce que je ne l'ai pas utilisé du tout. Je l'ai utilisé dans les boulangeries, dans les supermarchés, mais en fait, à OCDE, tout le monde parle anglais, sauf les délégations françaises, bien sûr. J'imagine. Voilà, donc effectivement, je suis arrivé et pour 2 ans, je n'ai pas vraiment parlé français. D'accord. Et là, je me suis dit que ça peut être un défi et ça va être intéressant en tout cas d'être plus proche aux projets très concrets, des projets de coopération et je vais me mettre dedans. Ok. Et donc, à la suite de ça, donc, le français, tu maîtrisais un petit peu déjà avant, c'est ça? Et quelles ont été les difficultés? Ça a été très rapidement pour toi? Tu as dû t'auto-former, on va dire Ça va, oui, j'ai dû m'auto-former un peu avec l'expérience, parce qu'avec les échanges que j'ai eus, j'ai pu commencer à mieux comprendre, mieux parler. Mais dans la vérité, il y avait quelques comédiens français, je crois que c'était Paul Taylor qui a mentionné ça aussi, parce qu'il est anglais en soi. Mais quand on parle avec une bonne prononciation, et pourtant, on fait des fautes de grammaire, une faute d'orthographie, pardon. Les gens dans la vie nous considèrent comme peut-être des Français,
mais des cons. Donc, c'était mon défi à l'époque aussi, de bien communiquer avec les gens, surtout le service client, ça devient toujours chiant parce que quand les gens parlent trop vite, je commence à perdre le fil. Oui, et ça devient compliqué là. Mais c'était un bon entraînement en tout cas, donc avec cette école de vie, j'ai pu améliorer mon français. Ouais, très bon français. En tout cas, Merci. Aujourd'hui, j'imagine que la culture russe et la culture française ont pas mal de disparités. Comment est-ce que tu t'es... déjà, est-ce que tu t'es bien intégré à la culture française et quelles sont les différences que tu as vécues? Je pense que je suis arrivé quand même à m'intégrer dans la culture française, mais à vrai dire, oui, c'est différent par rapport à la culture russe, parce que je trouve que en Russie, quelqu'un peut dire que on est moins joyeux, qu'on se rit pas, mais en fait, moi je trouve que c'est juste parce que dans la culture russe, on est un peu plus sincère dans cet esprit. Genre, quand ça ne va pas, tout le monde va savoir que ça ne va pas. C'est normal, c'est pas la peine de dire ça va si ça ne va pas. Et pour les Russes, c'est normal. Mais dans la culture française, toujours, on se demande ça va bien, ça va. Donc, il y a cet aspect qui est plutôt différent par rapport aux Russes. Et il y a aussi peut-être l'aspect d'amitié qui est un peu plus différent. Parce qu'en gros, pour les Russes, on pense que ce sont des gens qui sont pas joyeux, mais pourtant, ce sont des gens fidèles. Ouais. Si tu as un ami russe, tu peux être sûr que si tu appelles cette personne à 2 heures de nuit en le demandant de faire quelque chose pour toi, ça va être fait. Parce que l'amitié pour les Russes, c'est ça. Okay. Et en France, c'est quand même plutôt limité parce qu'on a des copains, on a des amis, mais on aime bien notre vie privée. Hein. Ouais. Ok, je vois. Du coup, après, c'est un peu plus de 7 ans d'expérience. Tu te diriges vers le comité candidature Russie pour l'Expo 2025, c'est ça? Oui, ça c'était un peu opportuniste parce que depuis l'année 2014, quand j'ai vu que le climat politique commence à détériorer énormément et qu'il y a beaucoup de projets qui n'arrivent pas à être achevés à cause du fait qu'il y a tel ou tel événement politique négatif pour la Russie, j'ai décidé qu'il faut que je pivote ma carrière encore une fois et il faut me viser plutôt sur le secteur privé. Et j'ai commencé à chercher aussi le sens dans ma vie parce que j'ai vu que, on travaille sur pas mal de projets intéressants qui sont grands, qui sont importants, mais en France, ce n'est pas l'ambassade qui va dire que c'est un projet qui va se réaliser ou pas. Ce sont les gens qui signent le contrat, ce sont les entreprises ou les régions, etc. Donc, ce sont les signataires de contrat qui vont définir si le projet va être réalisé ou pas. Et après, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie après ? Dans 5 ans, peut-être je vais revenir à Moscou, puis je vais changer le pays. Puis ça va être la même chose, encore une fois, parce que ça va être les projets, disons, franco-belges ou franco-anglais. Mais rien ne va changer dans ma vie et j'avais besoin d'être partie de quelque chose qui change le monde un peu. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il faut prendre le risque de changer mon ambiance et de me changer personnellement aussi parce que je voulais être reconnu pas comme le russe mais plutôt comme quelqu'un qui a fait un bon projet qui a changé le monde. Et ça m'a pris quelques risques parce que j'ai dû quitter l'ambassade, j'ai dû commencer une nouvelle formation ici en France, exécutif MBA SEC, où j'étais refusé à l'époque. Aussi. L'histoire se répète. Oui, mais ça va, j'ai pu me faire accepter après. Et ce travail pour le comité de candidature de Russie, c'était juste une opportunité comme ça, quand j'ai déjà quitté l'ambassade, mais j'ai gardé tous les liens, parce que j'étais à Paris, évidemment, j'ai gardé toutes les relations avec tout le monde, avec mes ex-collègues. J'ai commencé ma formation ESSEC, mais c'était en mi-temps, donc j'étais en recherche de quelque chose que je peux faire.
Et enfin, la Russie a décidé de déposer sa candidature pour l'exposition universelle 2025. C'est l'exposition lors duquel, par exemple, à l'époque, la Tour Eiffel a été Tout à fait, ouais. découverte. Voilà. Et il cherchait quelqu'un qui était à Paris, qui parlait français et qui avait toutes les relations dans le monde diplomatique. Parce qu'en gros, notre travail était de convaincre les ambassadeurs de chaque pays membre de BIE, Bureau international des expositions, de voter pour nous. Et sinon, s'ils ne voteraient pas pour nous, de voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour les encourager. Parce que soit il y a besoin d'informations, ou peut-être il y a tel ou tel pays qui cherche un service politique ou économique. Il y a plein de possibilités. Mais en gros, notre travail était ça. D'accord. Et encore une fois, petit échec, parce qu'on est sorti sur la 2e place. Malheureusement, l'Expo 2025, ça va être organisé à Osaka, au Japon. Il y avait une petite différence entre nous et le Japon, ce qui était bien mérité parce que les Japonais, il faut quand même se rendre compte qu'ils ont bien préparé toutes leurs candidatures, ils ont commencé les négociations bien en avance. Ouais. Je pense que 2 ans avant que nous, on a déposé notre candidature, oui. donc il y avait tout le monde qui était déjà en négociation avec la partie japonaise. Mais en plus de ça, il y avait toujours les événements politiques. Parce qu'un jour, quand Paris a décidé de retirer sa candidature, et on s'est dit que ça va être génial. Maintenant, on va approcher tous les pays européens qui nous ont dit qu'on voterait bien sûr pour la Russie, mais on est déjà engagé par la France. Donc, on va les approcher, on va leur demander s'ils sont prêts à voter pour la Russie. Et en fait, l'empoisonnement Skripal au Royaume-Uni, scandale diplomatique, scandale politique, ce qui nous a fait perdre l'Europe complètement. Ouais. Donc, toujours quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, toujours quelque chose qui est hors de notre domaine de compétence, parce que c'est les personnes tiers, toujours, mais quelque chose qui a fait gravement le projet dans lequel j'étais impliqué. Et ça m'a rappelé encore une fois qu'il faut me trouver quelque chose que je peux contrôler, qui fait du sens pour moi, et c'est là où moi je peux faire la différence et pas quelques événements externes. Je sais que c'est un peu ironique vu qu'on est dans le secteur du tourisme, il y a Covid, mais bon. Oui, c'est donc l'expérience dont tu parles là, c'est chez Globe Dreamers, où tu es COO du coup. Tu peux nous en parler un petit peu donc Globe Dreamers, pour nos auditeurs, on a fait un podcast avec eux que vous allez pouvoir écouter, qui parle un petit peu du projet, mais tu peux nous en parler là en quelques lignes de tes missions et du projet. Bien sûr. En fait, comme j'ai mentionné lors de notre podcast dernier, quand je rejoins Globe Dreamers, j'ai vu que c'est une start-up avec une idée qui est géniale, avec le fondateur qui est vraiment passionné et qui vit que à travers de cette start-up. C'est pourquoi j'étais vraiment motivé et encouragé de commencer chez Globe Dreamers, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont impliqués. Et pourtant, j'ai vu qu'il y a un écart entre le fondateur, qui a fait aussi la direction, et toute équipe de Globe Dreamers, parce que il y avait des gens qui ont fait pas mal de choses pour l'entreprise, mais c'était des gens qui étaient un peu déconnectés par rapport à la philosophie de Globe Dreamers, et je n'ai pas vu que la culture est partagée. Donc j'ai eu l'impression qu'il y a un côté fondateur qui vit la culture de Globe Dreamers et qui vit avec toutes les idées de développement, comment ça doit être réalisé. Et il y a l'équipe qui ne partage pas à 100% la culture et la philosophie, et donc qui fait ce qui est nécessaire, mais pas plus que ça. Et c'était ça le grand défi pour moi personnellement, et pour nous avec Martin à l'époque. Martin qui est à côté, qui écoute. C'est de identifier qu'est-ce qui ne va pas, et après réaliser
après avoir réalisé qu'il y a quelque chose qui ne va pas, aussi accepter ça. Parce que je comprends que au bout de quelques temps, quand la réalisation est arrivée qu'il faut qu'on change cette partie de l'équipe. Il faut qu'on change cette partie de l'équipe. Et en fait, qu'on change presque... on va être franc, il faut qu'on change presque toute l'équipe. C'était un peu dur à accepter par Martin et je comprends très bien. Parce qu'après, oui, tu crées une entreprise, tu embauches les gens et puis tu embauches encore quelqu'un qui, quelques mois après, qui vient chez toi et qui dit bon, il faut que tu changes l'équipe. C'est dur à accepter, mais c'est ce qui nous a pris un peu de temps pour bien digérer tout ça, trouver comment on peut le faire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant et on ne change pas l'équipe juste tout de suite comme ça. On change l'équipe pour les gens qui partagent ces valeurs. Donc, il faut trouver ces gens, il faut bien accepter ces gens, etc. Donc, c'était tout un défi chez nous. Mais je pense que maintenant, on voit comment Globe Dreamers a développé, malgré tout ce qui s'est passé depuis le temps de 2019, on a quand même vachement développé sur la partie de projet, sur la partie de demande, sur notre base d'utilisateurs. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à fin octobre 2019, on avait 3000, on a fêté 3000 ou 3500 likes sur Facebook, quelque chose comme ça. Maintenant, on est à 72 000. C'est énorme. Et on n'a pas fêté 72 000. Il va falloir mettre ça en place du coup. Donc on voit qu'avec les gens qui sont motivés et avec les gens qui partagent notre culture, ça fait du bien à tout le monde. Ça motive l'équipe, ça fait l'entreprise développer et en plus ça nous donne un sens dans la vie. Parce qu'on voit que tous ces efforts, toutes ces nuits qu'on a travaillé... sans compter les heures, pas parce qu'on est mieux payé et on veut récupérer les heures sup, mais plutôt parce que tu as une idée, quand tu te viens en coucher, tu as une idée de comment faire mieux évoluer Globe Dreamers et tu n'arrives pas à dormir parce que cette idée, ça te demande d'être réalisée et il faut juste écrire cette idée quelque part pour ne pas oublier. Donc, c'est ça ce qui nous motive et on voit que quand on trouve les gens qui partagent notre culture et qui partagent notre mode de vie, ça aide à ces gens comme à l'entreprise de se développer très très rapidement. Donc, et franchement j'ai hâte à voir le 2021 post-Covid, comment on va faire, parce que là, ça va être génial. Et ben, on a hâte aussi de voir ça, surtout pour un projet aussi cool que Globe Dreamers. Je vous invite encore une fois à aller écouter le podcast que nous avons fait avec Martin, le fondateur, et Anton. Du coup, au vu de ton parcours, pour toi, quel est le plus gros défi que tu aies dû relever ? Donc, pour moi, le plus gros défi que j'ai dû relever, c'est la manque d'intégration. Que par chaque, disons, société où je voulais m'intégrer, peu importe si c'était l'ambassade ou ESSEC ou même le marché d'emploi français, j'étais toujours perçu par les gens comme quelqu'un qui ne veut jamais s'intégrer. Parce qu'il est russe, parce qu'il est trop jeune, parce qu'il a fait l'expérience à l'ambassade et pas dans l'entreprise privée. Et il y a toujours un million de raisons. Et la résilience, ça peut être la seule réponse à ça. Parce qu'en fait, c'est aussi un petit conseil que je peux donner à tout le monde qui m'a motivé énormément à l'époque. Et je pense que c'était ça ce qui m'a permis de toujours garder mon esprit et mon intégrité. C'était la solution pour un petit problème de mathématiques. Effectivement, imaginons que chaque journée, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fasses, ce que tu fais. Tu peux couper après. Pas de souci. Peu importe ce que tu fais, tu as 1% de probabilité de trouver un job, par exemple. Est-ce que ça te paraît beaucoup ? Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, 1% chaque journée. Et qu'est-ce que tu penses ? Quelle est la probabilité que tu trouves un job ?
si chaque journée, tu travailles comme ça, chaque journée, tu as 1% de probabilité de trouver un job, dans un an, quelle est la probabilité que tu trouves un job? 100%? 365. 365, ouais. J'y ai pensé aussi. Non, mais presque. En fait, disons, chaque journée, la probabilité que tu ne trouves pas le job, c'est à 99%. Donc, 365 jours, il faut multiplier 0,99 par 0,99, 365 fois. Donc, à la fin, on arrive à 0,025. Donc, c'est-à-dire que même si on a 1% de probabilité d'être employé chaque journée, ce qui n'est pas beaucoup, si on continue les efforts, si on continue à travailler et à donner tout pendant 365 jours, ce qui est quand même beaucoup, mais quand même, à la fin, enfin, on arrive à savoir qu'il y a 2,5% qu'on ne trouve pas le job. D'accord. Donc, oui, même avec les chances comme ça, la persistance, la résilience, c'est quelque chose qui font des miracles. Et c'est pourquoi, peu importe dans quel domaine de la vie, il faut toujours continuer. On ne peut jamais dire que non, je m'arrête ici, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas aujourd'hui, et demain, et peut-être demain, après-demain, peut-être dans un mois ou dans 6 mois. Mais les gens qui gagnent, c'est les gens qui continuent à travailler. Et toi, du coup, au quotidien, qu'est-ce qui te donne cette force de résilience? Qu'est-ce qui te motive? Pour moi, j'ai pas d'autre choix. C'est une bonne Pour motivation. moi, c'est soit ça, soit j'ai plus rien dans la vie. Maintenant, vu que j'ai quand même changé un peu mon statut, que je me suis fait intégrer dans le système français, ok, maintenant je peux dire que peut-être si je plus le travail, j'aurai quand même les allocations. Mais avant tout ça, c'était pas le choix vraiment parce que avec le statut d'un étranger, t'es rien. Tu trouves pas le job, ok, tu reviens chez toi. Mais tu reviens chez toi, déjà, tu peux pas continuer dans le secteur public parce que t'as résigné de ton poste précédent et t'as décidé de t'installer dans un pays étranger, ce qui n'est pas très bien pour ton dossier pour les services publics. Donc, chaque fois, on a brûlé les ponts un peu et c'est ça aussi ce qui m'a motivé beaucoup parce que quand tu réalises que t'as pas d'autre choix, et soit tu réussis, soit tu es brûlé. Donc, après, tu peux que continuer. Et je pense que ça, c'est la meilleure motivation qu'on a. Et c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens que j'ai pu rencontrer parce que ce sont des gens qui se rendent trop facilement. Ouais. Et quand je vois que la différence entre le succès et l'échec, c'est juste quelques efforts supplémentaires, je ne vois pas d'autre solution qu'être résilient et que de continuer ce que je fais. Est-ce que tu as eu des doutes à un moment dans ton parcours ou la peur de ne pas retrouver ce que tu aimes faire au quotidien? Énormément. Chaque fois, pendant le point de pivotage, c'était ça aussi parce qu'il faut quand même trouver le balance délicat entre la résilience et les doutes. Et chaque fois, mais il faut avoir ces doutes constructifs, si tu veux, parce que il faut pas douter sur tes capacités à réussir, mais plutôt se demander si quelque chose que je fais, si c'est quelque chose que je fais bien, ou si je peux le faire mieux. S'il faut que je change mon profil, s'il faut que je repense, par exemple, quand on parle de CV, s'il faut que je repense à la liste des responsabilités, est-ce que c'est ça vraiment ce qui va attirer les employeurs ou ça va être quelque chose d'autre? Même sur la partie de gestion d'entreprise. Évidemment, on a toujours des doutes. Évidemment, on veut parfois garder le status quo en disant que « Ah non, mais peut-être il ne faut pas faire ce pas. Peut-être il ne faut pas changer cette personne. Peut-être il ne faut pas risquer d'investir dans tel ou tel techno parce que ça va nous coûter cher et après, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. » Donc,
il faut bien sûr se demander chaque fois si c'est une bonne chose que je fais et si je peux le faire mieux. Mais ça ne doit pas nous restreindre à avancer. Donc, peu importe ce qu'on fasse, il faut toujours avancer. Donc, c'est ça aussi le côté que je trouve assez pertinent, que le non-choix, c'est aussi le choix. Et on ne peut pas choisir de ne faire rien. C'est aussi un choix et souvent, ce n'est pas le meilleur choix. Comme quand tu es sur l'autoroute et tu te demandes si tu dois prendre la sortie ou pas. Ok, tu peux demander à quelqu'un le conseil, tu peux décider d'avoir des doutes, mais au bout de quelques moments, si tu ne prends pas la sortie, c'est arrêté. Donc, c'est toujours comme ça dans la vie aussi. Donc, les doutes sont très, très pratiques. Ça peut nous sauver contre quelques échecs énormes. Mais au bout d'un moment, il faut bien être conscient que si tu ne prends pas la décision, ça va être pire. Superbe métaphore de l'autoroute de la vie. J'ai beaucoup apprécié. Dernière chose pour nos auditeurs, donc tu as donné un premier conseil tout à l'heure qui était la résilience. Est-ce que tu en as d'autres à donner pour ceux qui nous écoutent? C'est toujours d'essayer de varier un peu son parcours et son approche. Si on parle des entreprises, mais aussi si on parle des cadres, des futurs clients Urban Linker, c'est toujours pratique d'essayer tout ce que la vie nous donne. Donc, on ne sait jamais. Peut-être une petite possibilité qu'on a décidé que ça va jamais marcher, ça va marcher très bien après. Donc, peut-être une petite analogie. C'était le fait que dans mes recherches, j'étais quand même accompagné par plusieurs grands cabinets et plusieurs petits cabinets aussi qui m'ont aidé à bien rédiger le CV ou peut-être à trouver des opportunités. Et enfin, c'était quand même la voyageuse de Globe Dreamers qui m'a ramené chez Globe Dreamers, ce qui était un peu la chance. Mais ce ne va pas dire que tous les investissements des efforts et de temps que j'ai fait dans les autres cabinets ne payent pas. Parce qu'on a toujours le réseau, on a toujours les opportunités. Et parfois, ça peut jouer dans les modes, on ne peut pas même imaginer qu'il y a telle ou telle entreprise ou telle personne qui peut nous mettre en contact avec un cabinet d'avocats qui est génial et qui va nous aider après avec la préparation de levée de fonds. Ou peut-être il y a quelqu'un qui peut, comme Urban Linker, qui au moment de difficulté, qui peut nous trouver le directeur commercial et le CTO qui sont géniaux. Donc, il faut toujours foncer, il faut toujours savoir que même si on pense que cette opportunité est ratée, c'est jamais raté et on ne sait jamais comment ça va se jouer dans l'avenir. Donc y aller à fond à chaque fois, quoi. Oui, et investir dans toutes les opportunités qu'on voit, avec notre temps, avec nos efforts, parce qu'à la fin, on va jamais savoir qu'est-ce qui va être utile pour nous dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Super. Bon, écoute, merci beaucoup Anton pour ton témoignage. Très agréable de pouvoir échanger avec toi et puis je te souhaite une très bonne continuation. Merci, c'était un plaisir. À toutes.